Ce dimanche 23 février, il y a eu les élections législatives en Allemagne. L'AfD, le parti d'extrême droite, et Die Linke, le parti de la gauche radicale, ont chacun doublé leur score et créé la surprise. L'AfD est arrivé en deuxième et a atteint son plus haut score historique. Comment expliquer ce bouleversement? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un peu le lien entre l'AfD et les néo-nazis? Quels sont les véritables liens entre les deux? Et quelle est l'influence de l'AfD sur les autres partis plus mainstream en Allemagne? Ce sont toutes ces questions qu'on va aujourd'hui voir sur Parole d'honneur. Donc abonnez-vous à la chaîne et c'est parti. On va encore faire une vidéo sur l'Allemagne, décidément ça finit jamais avec ce pays. Le résultat du vote. Les élections des législatives allemandes ont secoué le pays. La CDU de Friedrich Merz, libéral et conservateur, remporte l'élection avec 28% des voix. Quant au SPD d'Olaf Scholz, le chancelier sortant, il s'effondre à 16%. Commençons par analyser la poussée de l'AfD. En fait, c'est un parti anti-Union européenne dans le pays qui domine l'Europe économiquement. Et ça peut surprendre en effet. Mais la carte électorale de l'Allemagne, que le monteur vous affiche à ma droite, permet en effet d'y voir plus clair. Le score de l'AfD est en fait élevé surtout dans l'ex-Allemagne de l'Est, une région qui faisait partie de l'URSS jusqu'en 1990. On pleure tous sur le 25 décembre 1991, notre regretté URSS. Donc c'est une région qui est longtemps restée un bastion de la gauche radicale. Alors pourquoi ce retournement? L'Est de l'Allemagne, d'un vote communiste à un vote d'extrême droite. En 1990, après la réunification, l'Allemagne de l'Est passe elle aussi sous la houlette des États-Unis. 200 000 militaires américains occupent alors le pays. Et il en reste encore aujourd'hui 35 000. L'Allemagne de l'Est rentre sur le marché mondial et c'est un premier choc pour son industrie. Puis avec l'intégration des pays de l'Europe de l'Est à l'UE après 2003, les travailleurs allemands entrent en concurrence directe avec les pays d'Europe de l'Est. Les délocalisations se multiplient. Dans l'industrie manufacturière, 10% des pertes d'emplois résultent en effet des délocalisations. Et donc, le sentiment anti-UE et le mécontentement social grandissent. Au début, ce mécontentement profite à Die Linke, le parti de la gauche radicale. Comme le note Loren Ballhorn dans une interview de Selim Nadi pour Jacobin. De 2005 à 2010, Die Linke était la principale opposition au Parlement et pouvait attirer par défaut les laissés-pour-compte de la politique. Peu après sa création, Die Linke a réussi à tirer parti de la politisation issue des mouvements anti-guerre et anti-austérité et à exploiter les tendances de gauche dans la société. Cela s'est traduit par une série de victoires électorales. Die Linke est entrée dans plusieurs gouvernements régionaux au sein desquels elle n'a pas fait grand-chose pour démontrer ses différences qualitatives ou sa cohérence stratégique vis-à-vis de l'establishment politique. Le parti Die Linke, en se compromettant dans le pouvoir, a perdu son rôle contestataire. C'est donc l'AfD qui a alors récupéré ce rôle, profitant de la colère sociale montante et du rejet des élites. L'AfD, d'anti-UE à néo-nazi? En 2010, lors de la crise de l'euro, Angela Merkel juge qu'il n'y a pas d'alternative à la monnaie unique. C'est ce qui inspire le nom de l'AfD, Alternative für Deutschland, alternative pour l'Allemagne. À sa création en 2013, l'AfD est fondée par des néolibéraux en réponse à la crise de l'euro et en opposition au plan de sauvetage de la Grèce. Mais après les vagues de migration de 2015, notamment de Syrie, suite aux guerres impérialistes, l'AfD concentre davantage ses discours sur les étrangers. Alice Weidel, ancienne banquière d'investissement suisse, prend la tête de l'AfD. Elle tente donc de normaliser son parti dans l'espace politique allemand, tout en prétendant défendre le peuple contre les élites multiculturelles. Mais régulièrement, des candidats de l'AfD expriment des positions plus radicales. En 2016 par exemple, Günther Lenhardt déclare « Le réfugié se fiche de savoir à quelle frontière grecque ou allemande il meurt ». Autre exemple, en 2017, Holger Harpe, le vice-président d'un groupe parlementaire régional, doit démissionner suite à la révélation d'une discussion Facebook où il a écrit « J'ai maintenant une vision. Si tout se passe bien, ici en Allemagne, nous finirons par avoir une sorte d'état d'apartheid. Comme à l'époque de l'Afrique du Sud, où les Blancs tiennent le reste de la population en respect d'une manière ou d'une autre. Une fois que nous y serons parvenus, on les alignera tous contre le mur, on creusera une fosse, on les y jettera tous et on déversera de la chaux vive sur eux. » En 2017, Björn Höcke, encore aujourd'hui coprésident du groupe parlementaire de l'AfD dans la Thuringe, déclare « Le problème, c'est qu'on présente Hitler comme étant le mal absolu. Mais nous savons évidemment que l'histoire n'est pas que noire ou blanche. » Il utilise aussi des expressions d'Hitler comme Lebensraum, l'espace vital, et l'Allemagne de Milan, une référence au Reich de Milan. Autre exemple, en 2018, une élue locale berlinoise de l'AfD, Franziska Lorenz-Hofmann, diffuse sur son compte Facebook une affiche de propagande du Troisième Reich. « Femme allemande, préserve la pureté de ton sang,
les étrangers ne doivent pas te toucher. En novembre 2023, une réunion secrète entre des néo-nazis, des membres de l'AfD et l'aile droite de la CDU est révélée. L'objectif de cette rencontre était tout simplement de préparer la rémigration, c'est-à-dire la déportation de 2 millions de personnes d'origine étrangère vivant en Allemagne. Cela inclut bien sûr pour eux des migrants ainsi que des citoyens allemands d'origine étrangère. Il y a de nombreux liens entre l'AfD et le parti néo-nazi allemand, le NPD, maintenant renommé Heimat. Ces liens sont restés officieux jusqu'en 2024. Mais l'année dernière, dans le Land de Brandenburg, l'AfD et Heimat ont créé plusieurs groupes parlementaires en commun. Aussi, en 2024, l'AfD gagne les élections dans le Land de Thuringe avec Björn Höcke à sa tête. Je parle de celui qui veut qu'on arrête de présenter Hitler comme le mal absolu. L'AfD obtient 32,8% des voix, devançant la CDU qui n'a obtenu 23,6%. C'est un tournant important, car contrairement à la France, l'Allemagne est un pays fédéral. Les élections régionales sont donc décisives. D'ailleurs, en 1930, c'est aussi en Thuringe que le parti nazi a eu ses premiers succès avant d'arriver à la tête du pays 3 ans plus tard. L'AfD contre la guerre en Ukraine, à partir de 2022. L'AfD gagne aussi en popularité par son opposition à la guerre en Ukraine. Avant la guerre, l'Allemagne dépendait à 30% du gaz russe. Les sanctions dites internationales, qui sont en fait des sanctions occidentales, mettent à mal l'économie allemande. L'AfD, par position pro-russe et anti-guerre, a pu capitaliser sur ce déclin. En plus, les positions pacifistes perdent du terrain dans l'ensemble du champ politique allemand depuis le début de la guerre. Et cela même chez les Verts, donc un parti avec une forte tradition antimilitariste. Les Verts soutenant donc aujourd'hui la livraison d'armes à l'Ukraine. Mais Die Linke a aussi des positions eurocritiques et anti-guerre. En fait, l'AfD se démarque surtout par sa volonté de déporter en masse les migrants. Des positions qu'il partage aussi avec les néo-nazis, mais aussi avec Friedrich Merz de la CDU, qui vient tout juste de gagner les élections. Ou encore Olaf Scholz du SPD, le chancelier sortant, qui défend une politique de déportation. Ouais, en fait, les Allemands, on déporte quoi. Comme d'hab. Elon Musk, la bourgeoisie et l'AfD. Elon Musk a sûrement contribué au bon score de l'AfD et à sa normalisation. L'homme le plus riche du monde a aussi une proximité idéologique avec les néo-nazis, comme on l'a montré dans une précédente vidéo. Tout comme il a soutenu Giorgia Meloni, il a soutenu publiquement l'AfD. Et ce, plusieurs fois sur X, réseau social qu'il possède maintenant et qu'il manipule à volonté à son avantage. Il s'est aussi exprimé dans le journal Die Welt et dans une conférence avec l'AfD. Il faut aussi noter que Musk a des intérêts économiques en Allemagne. Il a notamment une gigafactory à Berlin. Avec l'aide des autorités, Elon Musk y profite du modèle capitaliste libéral. Il n'y a par exemple pas de syndicats et pas de convention collective dans la gigafactory de Tesla. Les dépenses de personnel sont 25 à 30% moins élevées que chez Volkswagen. L'élu local de l'AfD, Cathy Muxel, s'est opposée à l'implantation de Tesla en 2021. Et bien sûr, c'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Elle a dit récemment, le projet d'usine n'était pas le problème en soi. Le problème, c'est qu'elle a été installée au mauvais endroit, au cœur d'une zone de protection des eaux. Nous n'avons rien contre Elon Musk, qui n'était probablement pas au courant. Le pari donc d'Elon Musk, c'est que l'AfD sera majoritaire dans quelques années. Et donc de manière générale, l'AfD a su s'allier avec la bourgeoisie pour améliorer son image médiatique. Sur X, Alice Weidel discutait avec Musk du fait qu'en vérité, Hitler était un socialiste, voire même un communiste. As the word says, they were socialists. Adolf Hitler considered... So. Yeah. They nationalized industries like crazy. Yes, absolutely. He was a communist. And Dubravko Mandic, ancien responsable de l'AfD, déclare « Nous nous distinguons du NPD, donc le parti néo-nazi, principalement par notre soutien dans la bourgeoisie. Pas tellement en termes de contenu. » Mec, à l'aise quoi. En effet, le positionnement pro-capitaliste de l'AfD facilite sa normalisation progressive. Va-t-on donc vers un axe CDU-AfD ? Comme au temps d'Hitler, cette politique de respectabilité auprès de la bourgeoisie allemande a donc porté ses fruits. L'histoire se répète. Petit extrait de Chapoutot pour vous le démontrer. Le grand patronat, comme la haute banque, fait le choix du nazisme progressivement. Alors, il y a des personnages qui se rallient de manière spectaculaire. Il y a Hjalmar Schacht, le héros et le génie de la monnaie, dès le début des années 30. Il y a également Fritz Thyssen qui se rallie. Et pour le reste, le patronat industriel et bancaire ventile ses dons financiers à toute la droite, au NSDAP, parti nazi, mais aussi au DNVP, autre parti d'extrême droite qui a à peu près le même discours que les nazis, qui est le parti d'Hugenberg, mais aussi d'autres partis de droite. Et au fond, la bascule se fait à l'automne 1932. Avec un choix
désormais explicite. On a une pétition de patrons allemands au président Hindenburg pour nommer enfin Hitler chancelier. Et c'est quelque chose qui se confirme dans les semaines qui suivent. Les banques aussi soutiennent les nazis, ne serait-ce qu'en accordant des crédits massifs. Le 29 janvier 2025, Friedrich Merz de la CDU a voté une loi anti-migrants en collaboration avec l'AfD. C'est une rupture historique avec le cordon sanitaire, avec l'extrême droite qu'ils appellent là-bas le mur de feu. La droite traditionnelle allemande n'avait jamais collaboré ouvertement avec l'extrême droite jusque-là. Alors, le 1er février, plus de 22 000 personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes allemandes, notamment à Hambourg, Cologne, Leipzig ou Stuttgart, pour protester contre ce virage politique. Et le lendemain, environ 160 000 personnes ont défilé à Berlin. Et Merz n'a donc pas réussi à faire passer cette loi. Mais c'est quand même lui qui a gagné les élections législatives avec la CDU. La manœuvre a provoqué des manifestations monstres dans tout le pays. Même Angela Merkel est sortie du silence pour dénoncer une décision erronée. Il s'impose donc désormais comme le favori pour la chancellerie. Je crois que même depuis le temps qu'on tourne cette vidéo, je crois qu'il est déjà chancelier. Il prône une politique économique résolument pro-marché. Il parle de marché du marché, pas Georges Marchais. En 2008, il publie d'ailleurs un livre nommé « Oser plus de capitalisme ». C'est donc un programme qui ne laisse présager rien de bon pour l'avenir de l'Allemagne et sa possible chute dans le fascisme. Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Porosité avec le SPD et les Verts. La porosité des idées d'extrême droite ne se limite pas qu'à la CDU qui vient d'arriver au pouvoir. L'AfD est allé jusqu'à se féliciter que même les Verts reprennent une partie de leurs idées. Un journal allemand résume la politique migratoire des Verts. « Ja, nous déportons aussi, mais c'est avec cœur et raison. » Ah ouais, donc c'est des nazis, mais qui ont des sentiments quand même. Et tout comme l'AfD, Scholz parle ouvertement de déportation pour séduire cet électorat grandissant. Would you force them back to Syria? Deportation ist ein Begriff, den wir überhaupt nicht verwenden. Das ist ein Nazi-Begriff und Zwangsdeportation gibt es für uns überhaupt nicht. Zum Schluss auch mit Abschiebung, natürlich. Das ist Teil des deutschen Rechtssystems, auch des europäischen Rechtssystems. Rückführung, Abschiebung. Abschiebung ist der fachliche Begriff bei der Polizei. You don't like the word deportation because of its historical connotations, but whatever you call it, that's the reality for these people, isn't it? Wenn Sie das Deportation nennen, hat das einen völlig falschen Zungenschlag. Et donc, malgré la charge historique lourde de ce mot en Allemagne, du fait de la déportation des Juifs et des Tziganes qui a précédé et amené leur génocide, le mot déportation est maintenant aussi utilisé par le ministère fédéral de l'Intérieur. Pour l'instant, Olaf Scholz, qui a reconnu la défaite de son parti, a exclu l'AfD de toute coalition. Mais que le mur de feu avec l'extrême droite soit maintenu ou pas, vous le voyez, les propositions de l'extrême droite gagnent tout le champ politique allemand, ou presque. Le retour de Die Linke. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette élection. La montée de l'extrême droite a réveillé une partie de la gauche, notamment Die Linke, qui a récupéré 25% de voix chez les jeunes. Et beaucoup d'entre eux veulent s'engager activement sur le terrain. C'est un peu comme avec LFI en France, mais la comparaison à LFI ne va pas très loin. Il faut remarquer plusieurs choses. Die Linke n'a pas défendu de position pro-palestinienne et anticoloniale. Au contraire, ils sont tout simplement sionistes et ont défendu le droit d'Israël à se défendre. D'ailleurs, l'AfD soutient aussi le droit d'Israël à se défendre. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi l'Allemagne défend autant Israël, qu'on soit de gauche ou de droite, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet-là. Le lien est dans la description. Notons que Merz a des positions pro-israéliennes plus radicales. Le futur chancelier a déjà appelé Netanyahou pour l'assurer qu'il pouvait se rendre en Allemagne malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'échec du BSW. La gauche conservatrice. Il faut noter que l'alliance BSW de Sarah Wagenknecht n'a reçu que 4,97% des voix. Sarah Wagenknecht a quitté Die Linke en 2023 car elle voulait défendre une ligne anti-immigration. Le BSW se définit lui-même comme conservateur de gauche. Il n'y a que l'Allemagne pour vous inventer ça. Quoique le PS... Mais elle n'a pas atteint les 5% requis pour entrer au Bundestag, le Parlement allemand. Contrairement à son ancien parti, la stratégie politique du BSW n'a pas porté ses fruits et l'a mis hors jeu. Que ça serve de leçon à tous les partisans d'une gauche conservatrice en France, de Roussel à Ruffin, passant par Kuzmanovic. Prenez-en de la graine, bande de tocards. Cette séparation et l'échec de cette tendance du BSW est une bonne nouvelle. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, comme l'explique Lauren Ballhorn, pour Contretemps.
Contrairement aux affirmations, certes compréhensibles, des dirigeants selon lesquels l'harmonie régnerait au sein du parti depuis le départ de BSW, les profondes divisions stratégiques et politiques n'ont guère été surmontées. Et c'est particulièrement visible à propos de Gaza, où une minorité restreinte mais persistante de députés continue à soutenir ouvertement Israël, allant ainsi à l'encontre de la position officielle du parti de la gauche internationale, et aussi de la plupart des spécialistes du droit international. Le Frexit décolonial. La situation de l'Allemagne dépasse ses frontières. L'UE est en crise avec un projet néolibéral et impérialiste déclinant. Ce dernier ne répond plus aux besoins des classes populaires blanches et la montée de l'extrême droite est un phénomène européen, que l'on voit par exemple aussi en Italie, en France ou en Autriche. Le 20 janvier 2023, une certaine Ouria Botelja dans Beauf et Barbare proposait cette analyse. Un Frexit décolonial pourrait être une fissure dans le pacte racial blanc occidental incarné par l'UE. Il est essentiel que la critique de l'UE soit portée par une gauche de rupture. Et cette dernière doit être capable de proposer une alternative qui unisse les classes populaires au-delà de la barrière de la race. Cela marquerait ainsi une opposition aux guerres et à l'impérialisme de l'UE, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe même. Petit extrait de Selim, s'il vous plaît. Mais en gros, le but des remarques que je viens de faire, c'est de montrer que d'une part, on trouve une caractéristique fondamentale de l'impérialisme contemporain dans les logiques mêmes qui sous-tendent l'UE, notamment à travers l'imposition de normes et de règles dont le but était notamment d'homogénéiser les systèmes économiques et sociaux de différents pays. Mais aussi, je voulais aussi montrer que s'intéresser au nouvel empire que représente l'UE, ça implique de s'intéresser aussi aux inégalités au sein de l'UE. Des inégalités qui sont manifestes et évidentes déjà entre les États membres, comme je viens de le montrer, mais qui impliquent aussi des inégalités au sein des États-nations du centre de l'UE. Pour paraphraser un sociologue espagnol qui s'appelle Josep Maria Antantas, dans un chapitre d'un livre récemment paru qui s'appelle Europe alternative démocratique, Antantas il écrit qu'il est essentiel de penser toute forme d'internationalisme à la fois vers l'extérieur, bien évidemment, mais aussi vers l'intérieur. La gauche est assez allergique au discours anti-UE, car pour l'instant, c'est le terrain de l'extrême droite. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe n'est pas une simple réalité géographique. C'est une construction politique et raciale. Et l'Union européenne est dans le fond un projet suprémaciste blanc. D'où la nécessité pour les militants révolutionnaires des pays de l'UE d'inventer un patriotisme internationaliste pour faire face à ce projet et mobiliser toutes les classes populaires. Et pour explorer ce sujet complexe, je vous invite à regarder la conférence d'Ouria Botelja, le lien est en dessous. Une émission est aussi en cours de préparation sur Parole d'honneur, que vous pourrez trouver le lundi en live ou plus tard en replay sur notre chaîne YouTube. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas non plus à nous soutenir sur Tipeee, qui est le meilleur moyen de nous soutenir, car il nous permet d'avoir pas mal de visibilité sur le long terme. Et finalement, vous avez aussi notre revue dont le dernier numéro vient de sortir, Petit Blanc, Fascisme ou Révolution. Tous les liens sont en description. Je vous remercie encore. Salut, à la prochaine. Je pense qu'il y aura encore pas mal de vidéos sur l'Allemagne, vu l'état de ce pays.